Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un petit point rapide. La BOJ, apparemment, pas de grandes nouveautés. J'ai pas eu le temps d'aller voir quels étaient les comptes rendus de la réunion de cette nuit. En tout cas, ce que j'en vois, c'est que sur les prix, ça n'a pas franchement changé la donne. Donc c'est un peu dommage. J'attendais un catalyseur pour faire rebondir notre yen. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais ça n'a pas l'air de le faire baisser non plus pour autant. On verra tout ça tout à l'heure en détail. On va commencer comme d'hab par les crypto-devises. Côté Bitcoin, rien de bien intéressant sous le soleil, si ce n'est qu'après une bougie baissière, on n'a pas réussi à casser le plus bas, c'est-à-dire le chandelier se stabilise. Attention, ça reste toujours sur influence baissière pour l'instant. On voit que l'oscillateur là, il est déjà en zone de recherche possible de vente pour la partie cyclique. Ça veut dire qu'en tout cas pour les acheteurs, il faut surtout commencer à penser à des sorties. Bon voilà, ça veut dire qu'en gros ceux qui sont rentrés là commencent déjà à penser à sortir, enfin à sortir, en tout cas à sécuriser éventuellement les positions. La volatilité se réduit un petit peu, on va dire que sur une horizon 50 périodes, on voit bien là les bandes de Bollinger à 50, elles se referment, mais c'est vraiment bon. Après, il faut dire que ça faisait un moment qu'on avait quand même de la volate. Donc que ça se referme, c'est plutôt bon signe. Mais le problème, c'est que on a 20 périodes et 50 périodes quasiment équivalentes. Ça veut dire qu'il y a toujours de la volatilité à court terme. J'aimerais donc voir ces deux bandes de Bollinger se fermer gentiment pour tout simplement confirmer la poursuite des prix dans la traversée du désert possible. Donc pour l'instant, toujours un léger risque baissier pour ma part. J'aimerais le voir c'est détruire de lui-même, c'est-à-dire tout simplement ne pas se matérialiser sur les prix. Mais comme je vois qu'on est toujours depuis plusieurs jours de suite sous la moyenne 20 jours, je vous dis voilà, malheureusement ça augmente les tensions. Ça veut dire que les traders particuliers sont en train d'exécuter du volume insignificatif. Donc le truc c'est que voilà, là les traders particuliers tradent. Alors comme d'habitude ils font souvent n'importe quoi. J'imagine que sur un support ça doit être en train de vendre. On va re-regarder les outils qu'on utilisait à l'époque, voir si ça peut nous donner quelque chose par rapport au Bitfinex Long Short. Margin Traders, on va regarder le volume et les margin traders. Voilà, donc, ah oui d'accord, ouais, bon c'est pas mal. Donc les volumes, alors ça c'est qui et quoi, juste pour savoir. Ok, donc en termes de margin trading, c'est plutôt équilibré. On voit qu'il n'y a pas la déstructuration complète, celle qu'on recherchait quand on a vraiment une polarisation. Voilà, comme là, par exemple, c'est très très polarisé. C'est ce genre de truc qu'on recherchait. Bon, là en daily, on est donc c'est pas voilà. Par contre, ce qu'on note là, c'est clair et net. La dernière fois qu'on avait une telle demande de volume vendeur, c'était là. Regardez ce qui s'était passé ensuite. Même chose là, ça vend le support, les marchés remontent. Donc bon, au bout d'un moment, moi, j'ai tendance à penser que, au final, tout le monde pense que ça va baisser. Il se peut sans problème que ça ne soit pas le cas. Donc, pas d'analyse prédictive avec ces outils-là pour l'instant, mais je vous rappelle qu'on est dans des patterns où la psychologie est importante, le volume l'est également. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire entre deux scénarios types que vous connaissez. Le volume peut être une des informations qu'on peut utiliser pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Moi, le fait que les particuliers vendent, ça n'amène pas spécialement la probabilité d'une volatilité baissière. Donc peut-être la traversée du désert me semble plus probable pour l'instant à ce que j'en vois en termes de lecture volumique. Voilà. Lecture volumique, ok, les prix confirment pour l'instant puisqu'il ne se passe rien. C'est un peu comme la dernière fois ici, ça ne bouge pas. Donc au bout d'un moment, on peut peut-être retrouver une petite ascendance haussière avant de retrouver, bam, d'un coup, une nouvelle fois une volatilité baissière qui efface tout. Donc en attendant, triangle. Pardon, j'espère qu'il ne vous a pas trop cassé les oreilles. Allez, pardon, on continue. Donc voilà, moi je reste toujours patient, attentiste, vraiment deux choix à faire, ce qui fait que bon, tant qu'on n'a pas avancé plus que ça, tant que la volatilité s'est pas plus réduite, je n'appuie pas sur le bouton achat. En fait, on est vraiment dans le même cadre toujours que ce que je vous ai donné déjà depuis les mois de février, mars dernier, où j'attends effectivement, comme en 2014, un écrasement de la volatilité. On n'est clairement pas sur une chose qui ressemble à ce que je recherche pour l'instant, on s'en rapproche, mais je pense que c'est peut-être mi-fin octobre que ça m'intéressera, c'est-à-dire pas encore. Je veux un nouveau cadre de swing ici, et puis je ne jouerai ce scénario-là peut-être qu'en cassure haussière.
Parce que bon, acheter à 6003 ou acheter à 7004, bon, je vois pas énormément de changements dans ces zones de prix. Donc je préfère peut-être attendre un breakout. Enfin, on verra. On parlera de ça en temps et en heure. Pour l'instant, j'ai toujours du cash disponible pour le Bitcoin. Mais n'appuie pas sur le bouton. Pour moi, les conditions ne sont toujours pas réunies. Sur la partie Ether, toujours pareil. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On monte, on baisse. Mais la même chose, hein, la grosse bougie de baisse, elle est rejetée. C'est bien un signe de range. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un range sous pression baissière, puisque la dernière phase de volatilité a été baissière. Mais comme par hasard, elle est venue chercher quoi? Pile poil la zone qui avait été identifiée. Donc pour l'instant, c'est plutôt acheteur. Mais attention, pas de consensus au niveau des indicateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer sur la gâchette trop vite. On serait pile poil dans une zone de trading neuneux, c'est-à-dire des prix complètement inintéressants. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le débordement de la zone vendeuse. C'est-à-dire que si on vient ici et que ça vend une nouvelle fois, on consolidera peut-être une nouvelle fois, j'en sais rien. On peut passer du temps ici. C'est pas une très bonne nouvelle qu'on y passe du temps. Je vous rappelle, moi, je préférerais que les 200 $ soient clairement achetés et on n'en parle plus. Si on devait y retourner une nouvelle fois, bon, ok, pas de souci. Peut-être pour déclencher quelques stops et faire rentrer quelques imbéciles à la vente. Mais bon, pour moi, le volume qui a été exécuté ces derniers jours est conséquent. Normalement, le transfert de valeur ici, c'est-à-dire des imbéciles qui vendent, j'en sais rien, encore une fois, je me projette dans le scénario et dans la validation de mon scénario. Comme toujours, ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe bien, pas que ça se passe mal. Il y en a parmi vous qui adorent regarder ce qui pourrait mal se passer, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut toujours vous projeter dans la validation des scénarios et en gardant, bien évidemment, un cadre qui permet de voir si vous avez tort et accepter d'avoir tort par moment. Voilà. Moi, pour l'instant, ça se passe bien, donc je ne vais pas regarder ce qui pourrait mal se passer. Je vois le volume que je recherchais, je vois bien ce transfert de valeur, donc des capitaux stupides qui, pour vendre ici, il faut être showtime quand même, hein, surtout pour ceux qui ont acheté les Ethers à plus de 1000 $, les revendre et les refourguer à 200 $, ça doit faire mal au cul quand on appuie sur le bouton vente. Mais par contre, moi, je préfère faire partie de ceux qui appuient sur le bouton achat et qui sont donc les contreparties de ces ventes. Donc bien ce transfert de valeur d'homme monnaie qui relâche ses achats pensant que ça ne remontera jamais ou Dieu sait quelle autre raison, ou alors qui vendent pensant qu'il est temps de vendre pour faire baisser les prix plus bas avant d'acheter. C'est un typique du spéculateur particulier. J'ai dit qu'on n'est plus sur des zones où il faut spéculer. Donc si vous êtes en train de spéculer, de vous dire « Ah ouais mais là la tendance est baissière, le machin, on est sous des obliques, sous des machins, je sens qu'on va aller sur 50 $ sur l'Ethereum, du coup je vends 200 $ pour aller à 50. » Waouh, franchement, si vous faites ça sur des zones d'achat de long terme, vous allez juste vous faire déboîter, quoi. Parce que là, les mecs qui vous... Enfin, si le prix ne baisse plus, là, ici, alors qu'on exécute du volume, c'est parce qu'il y a des gros qui achètent. Voilà. Et surtout si les particuliers vendent, tu peux être sûr qu'ils vous achètent. En tout cas, c'est ce qui est, selon moi, a le plus de chances de se produire en ce moment. Donc, patience, rationalisation. Ça peut très bien aller plus bas, ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, moi, je pense que là, vu le volume, c'est ce que j'attendais. Un creux, un V-bottom, un volume. Pour l'instant, j'ai l'ensemble de ces conditions qui sont remplies par le marché. J'ai toutes les raisons de penser qu'on a ce bottom sur l'Ethereum. Maintenant, je veux voir les prix casser une résistance. C'est simple. Là, on a formé une résistance, mais je n'ai pas de double signal bearish. Le dernier signal que j'ai ici, c'est là, mais au sein d'un cycle faible vendeur. Donc, c'est un cycle vendeur faible. Ça me donne un double signal ici. C'est un signal take profit. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que ceux qui ont acheté bien le creux, là, ils exécutent un peu de volume partiel, font des profit taking de 25% ou des trucs comme ça. Ils prennent une petite partie de la position pour gérer le risque. Ils rachètent sur le support. Moi, je vous ai dit, je ne spécule plus, donc je m'en fous de faire de la gestion du risque. Moi, c'est buy and hold et on n'en parle plus. Je ne fais pas mumuse à jouer, j'achète, je vends, je sécurise, je bidule. J'ai pas pris trop de risques. Ici, c'est ça passe ou ça casse. Et puis, c'est tout. Donc, maintenant, je pense que la petite phase de gestion du risque se fait. Elle ne devrait pas durer 107 ans. Et puis normalement, derrière, on casse ces 223, on déborde jusqu'à la zone précédente. Et puis après, du coup, dans le contexte daily, on verra si oui ou non on active la divergence. C'est-à-dire, on active le V-bottom. Ici, tac, deux creux, bien divergents. Ici, on est bien venu tester un support de long terme. On n'arrive pas à s'installer dessous. Vous voyez, les clôtures passent pas. On en passe une. Non, ça passe pas. Et bam, grosse invalidation le jour d'après. Donc moi, ici, j'ai bien un très beau signal acheteur, mais
mais je veux le voir se matérialiser sur les prix en daily, c'est-à-dire franchir cette petite 13. Voilà, c'est plus ou moins tout. Hier, il y a eu un bon gros pumping sur le Ripple. Ça me va, hein. Moi j'en ai, comme je vous l'ai dit, malgré moi, hein, je les traîne derrière comme un fardeau. Mais alors vraiment, bon, il y a 500 balles, donc c'est vraiment pas pour, c'est négligeable. Mais voilà, c'est tout simplement pour vous montrer que, vous voyez, ces structures-là, grosse phase de baisse, il se passe rien. D'accord, il y a du volume qui s'échange. Hein. Regardez ici le volume, on oscille, mais il y a quand même eu un volume conséquent. Et hier, boum, énorme volume, plus gros volume jamais exécuté en une journée sur le Ripple. Et ben voilà, hein, no comment. Vous voyez le truc. Pour moi, Ripple ici, ça a terminé sa tendance baissière. Il y a du volume, ça monte, la bougie clôture en haut. J'ai toutes les raisons de penser que on risque quand même pas de faire to the moon d'un coup, mais voilà, cette phase de baisse, elle est invalidée. Ça veut dire que là, on a 2 bottoms de suite, 2 fois le même prix en daily, ça passe pas. C'est-à-dire qu'ici, 0,25, c'est un buy wall, ça achète, c'est tout. Ici, ça laisse pas passer. Donc là, la résistance, elle est un peu plus haut et on va voir, mais la sortie haussière de ce marché validera tout simplement une structure de creux en double bottom. Ça fait double bottom, je vois pas vois pas comment vous pourriez continuer à vendre un truc pareil. Double bottom, ça veut dire que soit on va rebaisser, mais alors derrière on va pas faire semblant, c'est pour aller à 0,15 au minimum, soit tout simplement la résistance saute. Moi je vois l'ensemble du marché crypto qui effectivement cherche à savoir où répartir l'argent. Ripple me semble un candidat potentiel, toujours. Maintenant, bon, c'est pas le plus intéressant. Mais vous voyez bien que ici les volumes sont négligeables en phase baissière. Ici, à partir du moment où on arrive sur cette zone, d'accord, dès qu'on arrive là, 0,33, ici, ça achète. Et vous voyez quoi? Que ce prix-là, chaque fois qu'on bascule dessous et qu'on s'en écarte, buy wall. C'est-à-dire ça achète à partir de là, ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. Dès qu'on est sous les résistances, ça n'achète plus pour l'instant, mais vous voyez, ça attend de former une structure. Quand ce marché va se rediriger gentiment vers les résistances et réussir les franchissements de résistance, je ne vois pas de raison à ce que ça ne réinstalle pas une tendance haussière. Donc, j'ai tendance à dire, pour l'instant, effectivement, restez patient, restez calme. Là, le malheur, c'est que j'ai pas assez d'historique pour avoir un sine wave digne de ce nom, et j'ai envie de dire que momentum, c'est pareil, hein, et j'ai des patterns de momentum qui regardent 300 barres en arrière, donc là, il y a plein de patterns qui ne peuvent même pas rechercher les conditions, tout simplement parce que il n'y a pas assez d'historique. Donc là, en daily, pour le Ripple, j'ai pas assez d'infos pour pouvoir utiliser les indicateurs ici en gestion du risque. Je fais qu'une lecture chartiste. Voilà. Donc là, en lecture chartiste, pour moi, c'est un marché qui tente de chercher un bottom, mais comme ça corrobore ce qu'on voit sur les autres marchés, la réaction haussière hier est pas si surprenante que ça. Elle est un peu brutale, mais c'est dans un range qui est typique de fin de tendance. Mais après, attention, on peut très bien être comme ça. Hein, voilà, on fait double bottom. Regardez, à l'époque, ici, ça a permis une cassure baissière derrière. Donc il n'y a pas de certitude. Mais si les autres marchés se mettent à casser les résistances, j'ai aucun doute à penser que Ripple fera partie de la partie. Voilà. Allez, on bouge, on va sur les marchés classiques. Je fais un petit tour d'horizon parce que ce matin, je ne vais pas retraiter tout le monde. Je vais juste regarder qui sort du lot. Alors, Shanghai Composite, tiens, je vais le marquer d'ailleurs puisque ça y est en portefeuille. Ok, pas mal. On arrive milieu de range. Alors moi, je pense qu'on va voir un peu plus large ici. Je pense qu'on va former un range là, hein, tout simplement parce que vous voyez, en fait, la structure Take Profit s'est mise là, en daily, sur le Shanghai Composite. Et ici, là, voilà. Donc là, on trouve les achats. Mais c'est une structure take profit. C'est-à-dire ici, ça a mis énormément de temps à trouver les take profit des vendeurs. Et effectivement, il n'y a plus de vendeurs après. Alors ici, on les purge bien. Et là, on est en train de montrer un signal plutôt haussier. Donc je vais partir du plus haut qu'on ait réussi à faire sur ce range. Et on va installer un trading de nœuds ici en attendant. Parce qu'encore une fois, la tendance pour moi reste plutôt haussière sur ce marché-là. Mais attention, voilà. Ici, on a trouvé l'entrée spéculative. Et encore, moi j'ai préféré attendre un avalement haussier, donc je suis rentré que hier, hein, enfin que ce matin là, pendant la nuit. Et voilà. Maintenant j'en suis à ce stade-là, d'accord, où je vais venir ici et essayer donc de gérer mon stop, donc en validation à 61%. Donc sur le haut de la zone neuneu, j'essaye de jouer mon TP1 pour payer mon stop. Donc ça va être un TP1 assez conséquent, hein, parce que donc effectivement je suis rentré là et je dois payer un stop de... C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Voilà. Je dois payer un stop de 7% avec un gain de
4%. Donc ça fait un peu moins de 50% de la position qui va être sortie pour payer le stop. Attention, hein, je vais accumuler du volume ici, mais je paye mon stop d'abord parce que c'est spéculatif. Donc ici, gérer mon risque au sein du range, attendre qu'on vienne chercher la zone rouge, puis éventuellement faire un rachat en pullback derrière pour jouer des vagues 2 et autres, et jouer ensuite des retournements de tendance, c'est-à-dire donc des phases peut-être un petit peu plus leveragées. Pour l'instant, ça va être donc faire mumuse au sein du range, essayer de prendre du cash, essayer d'accumuler des positions qui seront sécurisées avec un stop assez loin des prix actuels pour pouvoir absorber de la volatilité quand même. Et puis après, adviendra ce qu'il advient. Si j'ai raison et que l'ensemble des marchés, si l'ensemble des marchés actions décident de s'apprécier, je pense que c'est la Chine qui a le plus à gagner à ce jeu-là, étant donné ce qu'ils se sont pris dans la gueule ces derniers mois. Par contre, à Wall Street, je ne suis pas du tout en faveur d'achat, quel qu'il soit. Pareil, je ne fais que rechercher des achats à Shanghai et des ventes sur les indices américains. Maintenant, pour les indices américains, je n'ai pas de signal de vente, je n'ai pas de structure. Je vais vous montrer en fait à quelle étape ça bloque pour moi. Sur le S&P 500, d'accord, le problème, c'est que déjà en daily, tous les signaux pour l'instant sont plutôt acheteurs. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de signal vendeur à proprement parler, puisque j'ai un marché qui break. Le problème, c'est que les breakouts, pour moi, ils se sont produits ici. Hein. C'est-à-dire c'est là où, effectivement, pour moi, tous les breaks se sont faits, toutes les phases où le marché est monté en façon pernicieuse. Depuis ce break-là, en fait, on a installé la tendance. Ici, elle aurait dû s'arrêter. On a eu l'extension débile de fin d'année ici. Les poursuites avec le marché bearish ici, où là vous aviez clairement les alertes que le marché allait se prendre un gros gadin, ça n'avait pas raté. Mais là maintenant on retente un break. Donc pour moi, maxi c'est là, c'est-à-dire que si on vient chercher ça, 3000, ça vend. Mais la question c'est que entre aujourd'hui et 3000, il y a quand même un petit 3% de hausse. Ça fait cher pour un stop, je trouve, à Wall Street. Sachant qu'il ne faut pas mettre le stop à 3000, il faut le mettre un peu au-dessus. Donc ça fait vraiment cher de stop aujourd'hui. Et puis surtout, en général, ce type de structure-là, ça me semble vraiment très peu probable comme étant un candidat baissier, surtout quand on voit la séance d'hier, parce qu'on va la regarder sous le spectre du cash. Voilà, hein, ça veut dire plus bas, non cassé, achat au premier tick, cassure du plus haut du chandelier baissier du jour précédent. Bon, en gros, là, c'est ouais, mais non, fuck off, on y va, quoi. Donc, je vois pas de raison, encore une fois, de surrationaliser ce qui est en train de se passer. Ou, voilà. Je préfère me dire que là, le marché, quoi qu'il en soit, graphiquement parlant, ne veut pas baisser. Les signaux sont verts, hein, les signaux indiquent qu'on est dans un range et qu'il faut se protéger contre les résistances, c'est-à-dire que ça monte, mais on s'attend à ce qu'un beau jour on s'en prenne une comme il faut. C'est vraiment ce que je vous dis, hein. Je pense que la psychologie c'est ça, c'est que y a ceux qui tradent à court terme qui se disent bon nous on s'en fout des tradings de long terme, on achète un peu tous les jours, on se revend, on achète, on revend, mais il y a un peu plus d'achats que de ventes. Il y a toujours le fonds cosmologique des rachats d'actions par les entreprises, donc voilà, on va dire c'est ça. Ça veut baisser, mais ça devrait baisser, mais ça veut pas. Donc comme ça veut pas baisser, on a les stops des vendeurs, des acheteurs spéculatifs qui sont toujours là, des rachats d'actions, et même si c'est un chaos géopolitique autour de ça, on s'en fout. Voilà, le marché préfère en fait s'euphoriser, et donc dans ce contexte-là, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être agressivement vendeur, de laisser tout simplement ce marché gravir les marches de l'escalier, prendre toujours plus de risques. Plus ça monte, plus les ratios risque-rendement sont intéressants pour vendre ce marché. Donc moi ça me semble vraiment un bon signal en fait de me dire on est dans un range, j'ai énormément de clusters techniques et de niveaux Fibonacci qui nous amènent et qui pointent vers cette zone des 3000 sur le S&P 500, au-dessus de 3000, hein, je parle 3012, voilà, cette zone entre on va dire 2970 3012, une zone de 30-40 points là, qui sera extrêmement dangereuse et dans laquelle je jouerai effectivement mon big short, puisqu'on aura très probablement ici la conjoncture de tout ce qui pourrait faire éclater Wall Street, c'est-à-dire des valorisations complètement folles, des structures de prix complètement débiles, avec des hausses de prix dues uniquement à des promesses de rachat ou des rachats d'actions, des fusions-acquisitions, il n'y en a quasiment plus. Hein. Je regardais ça hier, il y avait un article d'analyste très intéressant, il faudrait que je vous le retrouve si j'ai le temps cet après-midi,
qui regardait le nombre de fusions-acquisitions. Vous les voyez, en fait, elles sont en chute. On voit le plafond qui s'est formé sur le dernier trimestre. Donc les structures de rachat commencent à terminer. Je vous rappelle, ça fait partie des catalyseurs de fin de cycle. On avait fait une émission là-dessus, sur le fonctionnement et les étapes majeures d'un cycle économique. Là, on était donc dans la dernière étape, là où le cash flow arrive, où les bulles de crédit sont au paroxysme. Il y a plus d'argent il y a tellement d'argent qu'on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus où le mettre, donc on crée des poches de risque, des bulles, quoi, hein, on gonfle complètement les bulles jusqu'à voir jusqu'où on peut aller avant de les faire exploser. Et on donne une montagne de cash astronomique aux entreprises pour racheter leurs concurrents. Voilà, on concentre les flux. Donc il y a cette dernière phase où effectivement on va donner beaucoup de capitalisation, beaucoup de cash aux grosses entreprises pour racheter d'autres entreprises un peu plus faibles et favoriser donc de la croissance, une sorte de croissance artificielle par des rachats donc, et derrière des optimisations de systèmes de production. Voilà. C'est comme ça que le marché pense que pour créer de la croissance derrière, il faut que des grosses entreprises deviennent encore plus performantes, tout simplement encore plus monopolisante, mais ça on s'en fout, hein. Je me rappelle, on ne fait pas d'économie réelle ici, que ce soit bon ou pas bon pour l'économie réelle, on s'en fout, hein. Dans le marché, je vous rappelle, ayez vos convictions de trader, ayez vos convictions en économie et vos convictions personnelles, mais ne mélangez surtout pas les deux. Moi je vous l'ai dit, hein, je suis un gauchiste, il n'y a pas de souci, je suis un vrai bon gauchiste, mais ça n'empêche pas d'être trader et de comprendre comment fonctionne un mec de droite, hein. C'est pas un problème, et c'est pas incompatible, voilà. Mais il faut juste bien savoir séparer les deux. Bref, parenthèse refermée, donc c'est bien dans cette zone, avec donc le timing d'octobre, novembre, les élections de mi-mandat, la saisonnalité baissière, le fait que le marché est dans donc, ce mode zombie depuis le mois de mai. Ici, il y aura un gros timing vendeur. Je pense que tout simplement, les autres spéculateurs comme moi attendent timidement que cette zone soit cotée, que les risques soient là, pour avoir des risques ratio rendement, en fait, tout simplement, pour pouvoir gérer le risque. Maintenant, on est conscient tous que dès que ça tombe, on rentrera. Hein, voilà. Moi, je préfère être franc et clair. Je parle avec mes collègues spéculateurs. On attend tous soit d'avoir un signal vendeur clair, soit on attend. Voilà. Mais là, sur les phases vendeuses, c'est plus intéressant. Il y avait des timings vendeurs là. À la rentrée, au milieu de l'été, il y a eu des timings. On les a plus ou moins tous essayés en fait. Et on s'est tous fait soit racler les stops, soit on n'a pas fait de gain. Et à partir de là, on attend gentiment que ça tombe. Mais pour moi, quasiment 80% du consensus spéculatif est baissier. Hein, voilà. Donc, faut faire attention. Hein, encore une fois, c'est pas non plus très bon signe qu'on soit tous en train d'essayer de faire baisser le marché alors qu'il monte. Ça veut dire qu'on alimente le marché en stop. Maintenant, je parle de spéculateurs professionnels. Je parle pas de particuliers. Hein, voilà. Bref, donc le S&P 500, patience, pour moi ça c'est pas une structure de vente parce qu'on fait rarement des double tops historiques, je vous le rappelle. Donc je pense une petite structure d'accumulation ici, peut-être typique d'un triangle de vague 4. On va essayer d'identifier les structures de prix sous-jacentes. C'est le foutoir un peu quand même, mais oui, ça m'a plus l'air d'être des structures de range que des structures tendancielles. Hein, donc je dirais une structure de range, une nouvelle baisse à venir peut-être aujourd'hui. Consolidation, hein, voilà tout simplement. Et on formerait peut-être soit un triangle, soit aujourd'hui on arrive à casser la résistance. En tout cas, bon, pas d'achat à réaliser, on est sous résistance. Je vous rappelle que les achats, c'est pas ici qu'il fallait les faire. Mais tout simplement, voilà, je pense que ça monte par des rachats de positions vendeuses. Les miennes, par exemple, hein, voilà, les reliquats que j'avais sur le S&P 500, je les ai sortis hier, voyant que ça ne voulait clairement pas baisser. Donc je pense que c'est ça va monter doucement et on attend de pouvoir trouver une raison quelle qu'elle soit, de pouvoir franchir ce palier sans évidemment céder les supports. Hein. Donc il est complètement possible qu'on revienne tester les supports dans les prochains jours, en attendant de pouvoir déborder le niveau. Donc patience, tant que ça casse pas ces niveaux, je ne vois pas de raison d'aller au sud. On va immédiatement aller regarder la séance d'Apple hier. Voilà, donc Apple hier, vous voyez, ça vient chercher sur le support. Est-ce que ça déclenche le signal acheteur ? Je l'ai vu en direct, je ne sais pas si ça l'a tenu jusqu'à la clôture. Voilà. Donc il y a bien eu double signal acheteur hier, mais attention, c'est un double signal acheteur dans un cycle bear. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore une fois, il n'y a pas de consensus au sein des indicateurs, mais on est sur un support et le support réagit. Donc j'ai toutes les raisons de penser, Apple, on va voir comment ça se comporte aujourd'hui. Comme on a quand même créé des sommets descendants, hein, ici, je serais quand même d'avis de dire attention à ne pas rentrer immédiatement, bêtement, tête baissée face au support.
C'est-à-dire que c'est pas franchement le moment d'aller vous mettre full short si on bascule juste timidement sous le support. Quand on peut très bien voilà, venir ici. Je pense qu'on va travailler cette zone, que c'est ce qu'on est en train de faire. Ça donne déjà le double signal acheteur, mais attention à ce qu'on ne fasse pas, voilà, hop, une grosse bougie baissière, une clôture baissière, on vient tester celui-là de support, et puis derrière, hop, la piercing line, on remonte aussi sec. Donc ne passez pas immédiatement vendeur, c'est quand même un peu rapide. Je vous rappelle qu'on est toujours au-dessus de gap haussier, il faut vraiment revenir chercher ces gaps pour donner un vrai sentiment bearish dans ce marché. Par contre, si on devait basculer sous ces gaps, là c'est vraiment moche. Voilà. Mais ici, on a bien eu le gap d'accélération, le gap au-dessus, ça pousse, le gap de... Pardon, alors là, en fait, c'est des gaps intraday, c'est-à-dire ça, effectivement, on les voit qu'en intraday. Mais là, ici, il y a eu donc le gap d'essoufflement, ça gap à la hausse, ça ne parvient pas à passer, hop, voilà. Donc la fin de la tendance haussière, mise en place du range, maintenant, on va voir. Ce range, soit on va le recasser par le haut, d'accord, et on va retrouver probablement de nouveaux gaps haussiers dans ce cas-là, soit effet négatif, c'est-à-dire Apple n'est pas acheté, ça casse le support et on revient chercher par contre le gap d'accélération daily, et là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Voilà. À terme, l'objectif c'est de revenir visiter celui-là, et évidemment celui-là, dès qu'on vient le revisiter, c'est game over, ça veut dire que la tendance n'est plus haussière, et quand on a fait des prix bullesques, quand la tendance n'est plus haussière, elle passe immédiatement baissière, vous le savez. Donc pour l'instant, un peu de patience, j'ai tendance à penser que c'est pas encore mature sur ce marché-là, qu'il y a encore des risques, donc avoir du Apple en portefeuille, aucun problème, vraiment très faiblement leveragé, et il faut pouvoir laisser le prix monter de 20-30%, que ça ne doit pas vous tuer le compte. Et par contre, attendre, le jour où ça va tomber, il ne faudra pas hésiter à renforcer les positions, mais pour l'instant, ça me semble trop paléatoire. Je regarde Amazon, voilà, qui a dû refaire une belle séance haussière. Voilà, pareil là. Vous voyez la structure consolidante, même comme Apple, ça consolide deux vagues de baisse et boum, tout de suite on est toujours au-dessus des supports, ça rachète derrière. Donc voilà, faites attention. Ici, ça tente le breakout, ça marche pas. Vous voyez, breakout, take profit, 3 bougies plus tard. Bon, autant vous dire, pas trop bon signe. Par contre, c'est pas mal. Ça montre que les bears commencent à être présents. Commencent à montrer un petit peu d'intérêt pour ce marché, j'ai envie de dire. Laissons monter peut-être un peu plus haut sur le prochain niveau Fibonacci, 2092 ou voire 2211. Et ici, effectivement, ça me semblera beaucoup plus intéressant en termes de short. J'essaie de trouver la structure encore une fois là ici. Maintenant, si on devait avoir une nouvelle rechute, ce sera plutôt bon signe parce qu'on cassera ce support et dans ce cas-là, on sera bien dans la formation d'une sous-vague 1. Mais je vous rappelle qu'une sous-vague 1, il n'y a pas de raison normalement de flipper. C'est-à-dire que si on devait rebaisser une fois, il y aura probablement un schéma comme ça qui se mettra en place. Voilà, on s'en fout. Mais voilà, vous avez compris le principe, on est toujours dans ce machin-là. Si jamais il y a vague 1, elle va casser ce support, probablement venir garder et conserver celui-là. Donc à savoir si on est déjà baissier, il y a bien eu le signal vendeur en haut, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, voilà, je demande des confirmations pour l'instant avant de rentrer trop agressivement, parce que je pense que dans ce marché, on peut très bien effectivement consolider derrière et proposer une vague 2 dans laquelle, pour ma part, il sera intéressant de se mettre. Allez, le Forex, l'eurodoll. Ok, donc l'euro-dollar qui ne veut pas lâcher les résistances. Maintenant, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne pense pas nécessairement que... Alors, on a quand même une structure possible de vague 1. Ici, c'est bien une belle vague de tendance. Possible qu'on ait fini la consolidation sur l'eurodoll. Je ne sais pas, je ne suis pas encore super emballé. Tout simplement, vu le temps qu'on avait passé dans ce bruit avant, je ne serais vraiment pas surpris qu'on fasse un flat ici, c'est-à-dire une correction A, B, C bien plus longue que ça. C'est-à-dire qu'on range plus longtemps avant de réellement pouvoir déborder les niveaux techniques. Donc je dirais toujours un peu de patience. Pour GBP USD, no comment. Ça me va très bien. On va immédiatement chercher les targets comme ça avait été anticipé depuis hier. Le niveau est allègrement débordé. On va chercher les targets. Donc aujourd'hui, un petit encaissement, je pense, enfin, entre aujourd'hui et demain. Encaissement à venir sur le GBP USD qui, je pense, va venir chercher sans grande peine cette zone-là ou celle-ci. Comme j'ai beaucoup de clusters informatifs ici, donc la target sine wave plus donc les différentes targets, je pense que je vais sortir en ordre limite. Maintenant, attention, on est toujours dans une structure ici où on peut très bien être déjà dans une vague 3 qui sera une vague étendue.
D'accord. Et dans ce cas-là, tout ça, ça aurait été de la préparation à cette tendance. Mais dans ce cas-là, on ira beaucoup plus loin. Je vous rappelle qu'une vague étendue, ça ne s'arrête pas à 127% de la vague précédente. Ça va bien plus loin que ça. Mais j'ai tendance à penser que, bon, on n'est pas dans une structure de tendance, mais plus dans une structure leading diagonale, comme on a parlé hier. Donc, face à ce risque potentiel, je préfère encaisser, même si je resterai très largement acheteur de ce marché. Voilà, donc en tout cas, on déborde le timing de la vague 1, c'est très bon signe, c'est ce qui était prévisible, c'est-à-dire qu'on vient là et hop, on accélère, mais c'est pour former nos deux vagues, c'est-à-dire typiquement une vague A, une vague B de consolidation un peu spéciale, et une deuxième impulsion haussière qui pourrait éventuellement, je vous dis dans le plus haussier des cas, nous tirer jusqu'à 1,3384. Mais quitte à jouer des hausses de devises européennes, je préfère donc effectivement m'exposer GBP-USD, ce qui est déjà le cas, plus que de renforcer mes eurodoll. Donc les eurodoll, j'en ai toujours, qu'on soit bien clair, mais très faiblement exposé, et pour le moment toujours pas leveragé, et je ne veux pas pour l'instant passer en levier, ça me semble trop prématuré. Sur l'euro-yen, par contre, ça me casse les couilles, hein, on continue de monter, c'est-à-dire que le yen cette nuit ne parvient pas à faire la différence, l'euro veut franchir ses résistances, donc légitimement, notre ami l'euro-yen vient chercher les targets de son break. J'aimerais quand même que ça s'arrête, voilà, c'est-à-dire que ce qui m'emmerde, c'est que j'ai l'impression qu'il veut absolument aller casser les stops au-dessus de ce niveau-là, et donc me casser les miens y compris. Donc je sais pas, j'hésite encore une fois, est-ce que je prends le risque de perdre plus en montant mon stop, parce que le problème c'est qu'ici, si ça passe par contre et qu'on est vraiment dans un break, si cette zone est débordée et qu'elle est suivie, derrière il n'y a pas théoriquement pas beaucoup de freins avant 134, c'est-à-dire qu'ici on vient, on déclenche les stops, pullback, et puis derrière normalement 134. Donc voilà, je ne sais pas trop comment l'aborder, ce marché. Normalement, on ne devrait pas déborder ce niveau technique, mais je vous rappelle qu'à cause de cette structure double bottom et le fait que ce bottom s'est construit un peu plus haut que celui-là, théoriquement, on peut venir là, emmerder un peu le monde. Et le problème, c'est que moi, je ne peux pas financer un stop ici avec autant de leviers. Voilà. Et j'ai pas envie de sortir maintenant, alors qu'on est en train de traiter des résistances. Parce que si je m'amuse là maintenant à alléger, voilà, c'est... Bon bref, là je suis dans une zone qui est très emmerdante à traiter parce que je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai pas l'impression que l'euro soit si funky que ça pour l'instant et il est sous résistance et j'ai pas l'impression qu'il soit mature pour la franchir. Le yen, je sens la fumisterie parce que j'ai l'impression que Wall Street va baisser aujourd'hui, en tout cas reconsolider sans nécessairement casser de support, mais que la couverture risque d'être le yen index, d'être l'achat de yen, parce que là le yen on est clairement sur des prix. Là, ce n'est pas des petits prix, là on est sur des prix extrêmement intéressants et on termine une structure baissière 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc on a fait A, B, C. La correction est bien propre. On est toujours dans une structure pour moi clairement haussière. Je ne vois pas comment le yen ne peut pas être acheté sur ce support, étant donné que Wall Street est sous résistance et qu'il n'y a pas de catalyseur pour permettre un franchissement. Donc normalement, pour moi, c'est ici qu'on vient et on devrait retourner chercher notre zone des 92. Ça fait quand même un 4% à prendre, sur un 3,50 à prendre sur le yen. Donc si le yen prend 3,50, si l'euro retrace, on va dire allez 1%, 1,5% de retracement, ça fait normalement 5% de baisse sur l'euro-yen. Vous voyez le truc, ça me ramène l'euro-yen dans le bas de cette conso merdique. Et ici honnêtement je ne vois pas comment le yen ne pourra pas nous faire une petite extension ou l'euro. Mais théoriquement ici je pense qu'on ira plus bas chercher les targets derrière dans un mouvement un peu pernicieux, hein, c'est-à-dire rajouter au 5%, on rajoute un petit 3% un peu volatile, je sais pas, une petite crise en Europe ou un truc comme ça qui ferait chuter un peu l'euro. Dieu sait quoi, hein, on pourra trouver toutes sortes de catalyseurs pour lancer ces mouvements. Pour l'instant, le yen manque de recherche acheteuse, mais on est sur des prix extrêmement intéressants. Donc je suis prêt à renforcer mes positions sur le yen. Maintenant, je préfère probablement les renforcer sur le dollar yen ou l'USD yen, à voir. Mais l'euro yen, clairement, je ne renforcerai pas sur celui-là. La question est juste de savoir si je dois enlever un peu plus que ce que j'ai déjà fait sur l'euro yen pour éviter... Voilà, c'est plus une gestion d'un trade qui ne se passe pas très bien, mais qui, je pense, est juste du bruit de marché à court terme, qui devrait quand même retrouver une phase descendante. Donc c'est pour ça que je dois trouver comment gérer mon risque, pour ne pas me faire baiser, mais sans prendre trop de risques non plus. Voilà, parce que si j'ai tort, malheureusement... La prise de risque quand on a tort, et quand on a tort avec du levier, et encore une fois, moi avoir tort quand je suis spéculatif, je m'en branle. Le problème c'est que là il y a du levier, donc si ça passe pas, c'est une perte de 5 à 6% qui va débarquer sur le compte, et elle, j'ai pas envie de la prendre. Voilà.
J'ai toujours le matelas extrêmement confortable des énormes gains du début d'année. Hein. Il n'y a rien à remettre en cause là-dedans. Et si je perds, je ne fais que rendre les gains de l'euro-yen. J'insiste bien là-dessus, c'est important. C'est la seule raison qui fait que je prends ce risque en ce moment. Mais je ne peux pas non plus prendre un risque nos limites. Hein. Voilà, je n'ai pas envie de rendre tous mes gains euro-yen, c'est hors de question. Voilà. Donc ma perte, je veux juste la dimensionner. Est-ce que je m'arrête à du 3-4% de perte ou est-ce que je peux tirer 6-7 et est-ce que j'accepte ça de prendre ce risque-là? Je vous dirai quand j'aurai pris ma décision, bien entendu. Pour l'instant, je ne sais pas. Et ne sachant pas, je ne fais rien. Voilà. Donc le dollar yen à surveiller, hein, lui voilà, il est bien dans la zone extrêmement intéressante, extrêmement recherchée. Je n'ai pas le moindre indice vendeur, donc pour l'instant je ne fais pas le guignol. On est toujours donc dans un risque de breakout aussi, en train de travailler proche de la target, légèrement au-dessus. Hein. Voilà, donc pour l'instant ça reste intéressant, mais on est dans la zone vendeuse, c'est-à-dire qu'ici, effectivement, il n'y avait pas de cluster. Ici, on était sur ce niveau-là. Je comprends la nouvelle phase de hausse ici. Elle est majoritairement due au yen, hein, du coup. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir donc les reprises baissières. Donc, je veux dire, sur l'USD yen, je ne vais pas vous dire de conneries. Voilà, j'aimerais aujourd'hui qu'on forme un doji et que demain, on avale ce doji à la baisse, un peu comme on l'avait fait à l'époque ici. Je pense que c'est sous cet avalement baissier daily que je vais passer cordialement vendeur sur l'USD yen. Vous voyez bien, hein, on est en train de venir faire un pullback sur ces obliques-là. On n'a pas réussi à casser la résistance. Le marché aimerait vous faire penser que le dollar yen va être haussier parce que Wall Street ne parvient pas à baisser, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous rappelle que maintenant, toutes les corrélations que vous avez pu utiliser habituellement, vous pouvez vous les mettre où je pense, tout simplement parce que le marché fait n'importe quoi. Hein. On est sur des prises de risque complètement folles. Comme ces prises de risque... je vous dis, la différence entre le bon trader et le mauvais trader, le bon trader, il a compris que son métier, c'est de gérer du risque. Pas nécessairement d'avoir tort, d'avoir raison, d'être visionnaire, de donner les meilleurs trades du monde, tout ça, on s'en branle. Ce qui est important, c'est juste de bien gérer son risque dans le marché. Et moi, je vois bien ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, personne ne veut lutter contre les tendances en place, même si elles sont stupides. Par contre, on est donc conscient que ceux qui jouent à ça, ceux qui suivent ces tendances, même si elles sont non corrélées à l'économie réelle et assez dangereuses, on a bien la perception que le risque associé à ces tendances augmente de façon parabolique. Donc, plus le risque augmente, plus les stratégies de couverture face à ce risque sont pernicieuses et dangereuses et piégeuses. Et c'est pour ça que ça fout la merde sur tous les forex, sur d'autres marchés, les taux, le gold, le machin, ça a foutu la merde partout. Ces hausses indicielles un peu stupides. Donc maintenant qu'on reprend le chemin de la hausse, attention, il est possible que des stratégies de couverture face aux risques associés à ces hausses et à ceux qui y prennent part se positionnent de façon complètement folle sur d'autres marchés, rendant complètement nul et caduque toutes les utilisations des corrélations que vous pourriez faire, que vous auriez pu faire habituellement. Ok ? Donc voilà, moi je dirais dollar yen, on vient tester le petit pullback ici, j'aimerais voir le rejet, parce que si ça rejette, là c'est clair que tout le monde va se foutre là-dedans, et dans ce cas-là, ici ce sera passé à 3 sur 5 s'il y a un signal vendeur en 2 heures qui apparaît, et évidemment la confirmation 4 sur 5 et l'application d'un levier ne se mettra qu'à la cassure du support daily, puisqu'ici on a bien l'application d'un double signal acheteur. Je vous rappelle que le squeeze est un signal de confirmation, c'est-à-dire qu'ici on tente l'ascendance dans ce cycle boule, le squeeze se fait, soit on squeezera à la hausse, effectivement le dollar yen va casser sa résistance, dans ce cas-là il faudra invalider les positions spéculatives sur toutes les paires en yen, NZD yen ce sera sorti, dollar yen ce sera sorti et euro yen probablement également, dans ce cas-là ce sera échec de la fin du scénario yen, réussite en début d'année, échec sur la partie de la fin d'année, c'est possible, mais dans ce cas-là, tout ce qui m'importe, c'est que j'ai quand même gagné du pognon sur le yen. Dans ce cas-là, j'en rendrai une bonne partie, mais c'est le jeu. Voilà. Donc voilà, par contre si ça déclenche, je vais me gaver, hein, il va de soi, parce que leveragé sur l'euro yen, je le passerai leveragé sur le NZD yen et sur le dollar yen derrière, ce qui fait que si le yen s'amuse à prendre 7% d'ici la fin de l'année, je ne vous raconte pas ce que je vais prendre sur le compte. C'est toujours pareil, risque, ratio, rendement. Je risque peut-être de me prendre un gadin et un bon gros bouillon de 6 à 7% sur le yen si je me plante et que je gère pas et que je réduis pas les expositions en l'état actuel des choses. Par contre, si ça passe, c'est clairement un 40 à 50% de gain qui sera fait sur le yen. Je parle de gain net sur le compte. Hein. Voilà. Donc c'est risquer 7 pour gagner 50. Moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. Alors 50, je suis peut-être un peu optimiste. On va dire un bon 30-40% de gain, je pense, sur ces scénarios-là, puisque j'aurai allègrement des leviers 3 ou 4 sur un yen qui pourrait prendre 5 à 7%. Donc, vous avez bien compris le principe. Si je prends ces risques, c'est bien parce qu'il y a du pognon à faire derrière, si j'ai raison.
Et les USD CNH, USD MXN, ça se passe bien. Et la UDNZD, on attend toujours donc le catalyseur, mais c'est bon. On franchit enfin des résistances, ça me plaît. C'est-à-dire qu'on a enfin des cassures de résistance. Maintenant, attention, la dernière fois qu'on a fait ça, voilà. Bon, là, j'ai pas de double signal vendeur. C'est plutôt pas mal. Quoique, combien de bougies se sont déclarées? Ah non, c'est bon, c'est sur celle-là de bougies que ça s'est fait. Ok, je pensais que c'était sur celle-là. Donc voilà, pour l'instant, pullback à prévoir effectivement, mais il me semble qu'on se dirige gentiment mais sûrement. Comme on est au sein d'un cycle vendeur faible, j'attends donc le breakout à venir là-dessus. On voit bien la zone à faible volume. Pour l'instant, elle ne passe pas. J'ai envie de dire, le marché construit sa hausse. C'est pas mauvais signe, hein, voilà, mais je pense qu'on peut refaire un petit test de ce niveau Fibonacci 50% ici, que ça ne me surprendrait pas. Ici, je pense que par contre, la prochaine phase de hausse va être extrêmement intéressante. C'est là où je passerai donc notre niveau à 4 sur 5. Pour l'instant, je reste donc en attente gentiment. Voilà, donc là ce sera du buy breakout tout simplement comme scénario. Alors sell entry, il n'y a pas du tout d'entrée vendeuse, je ne sais pas pourquoi on avait mis ça. Donc voilà, c'est du buying breakout. Pour l'instant, on va dire qu'il y a des invalidations si on devait se retourner ici. Merde, pas ça que je voulais. Voilà, ici on ira sur des scénarios de type plutôt invalidant. Si on devait repasser sous les supports précédents, j'avais déjà mis. Voilà, donc je dirais patience toujours pareil sur cette partie AUD, NZD. Sur la partie des taux en zone euro, évidemment ça monte, hein, les actions montent, mais de façon mécanique les taux également. Ça y est, on est en franchissement de la résistance, donc je pense que pour la structure de range, c'est fini ici. Hein. Je me disais, on peut très bien avoir un nouveau petit pullback. Ça ne semble pas être le cas. Le marché est donc bien haussier et se dirige gentiment vers mes targets sur les Bunds. Je vous rappelle, marché leveragé. Donc c'est toujours pareil. Hein. Moi, ce qui m'importe, c'est que les scénarios où il y a du pognon, ça paye. Donc que les indices aient décidé de remonter de façon un peu stupide, je m'en fous. Je vous ai dit, de toute façon, je vais placer mes billes de fait que quoi qu'il arrive, j'aurai raison sur certains marchés, et ceux où j'ai tort, c'est pas grave. Et ceux où j'ai tort, je perds pas grand chose. Ceux où j'ai raison, par contre, je vais gagner un max. Donc ici, il n'y a pas de souci, c'est des scénarios qui ont été validés et leveragés. L'échéance pour moi de ce contrat, elle est toujours là. Hein, donc là, c'est du trimestriel en échéance sur les Bunds. Et j'aime autant vous dire que j'ai pas l'intention de sortir mes contrats. Donc ce sera des prises de profit partiels à réaliser ici vers la zone des 0,60. Pour les rendements à 10 ans allemands, en sachant que j'attends derrière probablement soit une crise en zone euro, alors une crise, hein, j'ai pas dit un éclatement de la zone euro, mais en tout cas des phases de tension au niveau des taux en zone euro, de nouvelles phases de crispation, tout simplement parce qu'on a passé tellement de temps à ranger dans ces zones de prix stupides que maintenant il va falloir aller vers les objectifs de façon brutale, et que ça risque de mettre un petit peu de tension dans les relations intracommunautaires. Et effectivement, ça va créer de petites distorsions, je pense, au sein des dialogues européens, et donc forcément du bruit qu'on va pouvoir mettre à profit dans des stratégies de trading. Et pour moi, c'est ici et sur les taux que ces stratégies sont les moins risquées. L'US Oil, hier, grosse séance haussière, a une grosse séance haussière, mais ça ne clôture pas tout en haut. Hein, on est bien donc toujours dans des scénarios où ça balaye, on forme un triangle. Attention, hein, j'ai tendance à penser que soit ce triangle est un pullback de vague 2 assez long, hein, mais c'est-à-dire que là, moi, je reste toujours low leverage, hein, c'est-à-dire qu'il est hors de question de leverager ces positions pour ma part. Le stop est là-haut, hein, voilà. Maintenant, si on casse la résistance, là, je ne suis pas chaud du tout, hein. Ça pourra nous ramener beaucoup plus haut, et dans ce cas-là, je vendrai plus tard. Mais il est possible, encore une fois, en cas d'échec de mes scénarios, que tout simplement, Wall Street monte. Dans ce cas-là, le pétrole sera recherché comme facteur de croissance. Par contre, si Wall Street chute et que le pétrole chute, si le pétrole chute, ça peut éventuellement nous tirer Wall Street. J'ai tendance à penser que pour moi, le pétrole va aller plus bas. Hein. Je vous ai dit, je pense toujours que le minimum, c'est un retour à 60, et on peut même aller à 55-50, que ce ne serait pas fin du monde, et ce serait même tout à fait normal. Je trade en ce sens pour l'instant, mais sans avoir une conviction extrêmement forte. J'attends au moins qu'on déborde donc ces bottoms. Quand on déborde ça, effectivement, c'est plutôt du sell breakout qu'on pourra mettre en place, et donc l'augmentation de ce chiffre a une valeur de 4 sur 5, et on n'ira jamais à 5 sur 5 là-dessus. Je vous rappelle, c'est un correctif, donc levier possible,
Il faut rester soft, et c'est surtout quand je dis levier, c'est pas un levier supérieur à 1, hein, parce que là, il y a des gains à faire. Hein. Je veux dire, c'est un scénario qui peut donner 8% de gains. Alors, très sérieusement, je pense qu'il ne faut pas espérer plus de ce marché. Donc l'utilisation d'un levier supérieur à 1 ne sera pas intéressant, je pense. Donc s'il n'y a pas de nécessité à utiliser un effet de levier pour multiplier les gains, 8% sur ce scénario me paraît bien pour un risque de 1 à 2%, enfin de 2% sur les positions en stop. Donc risquer 2 pour essayer de gagner 7-8, ça me paraît très intéressant. Voilà, on a fait le tour, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Ah, question, merde, pardon. Voilà. Ah, merci Simon, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, peux-tu redonner ton point de vue général sur General Electric? Tout le monde est scotché sur les techs et GE est arrivé à un point où son secteur aviation vaut à lui seul sa market cap actuelle. Effectivement, c'est complètement la raison pour laquelle j'achète. Tu as la vision que j'ai, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est une vision long terme, c'est-à-dire une vision rationnelle, une vision d'investisseur. Voilà. Donc là, on est obligé sur ce marché-là de faire un investissement, pas de la spéculation. C'est pour ça, donc en fait, on n'est plus dans le cadre là spéculatif. La spéculation, c'est ce que je faisais en milieu d'année dernière. Là, on est sur du cadre buy and hold, c'est-à-dire que là, moi maintenant, j'attends les signaux de réactivation acheteuse de ce truc-là, et je vous ai dit derrière, hop, j'en prends 5-6%, 5 à 10% du portefeuille, de la taille globale du portefeuille, hein, d'accord. Mais ça, j'en prends donc en investissement long terme. Bon, le problème c'est que j'ai fermé mon PEA comme je suis con. Enfin, je suis pas con, mais j'ai fait un retrait et donc voilà. Et donc il me reste encore de la liquidité dessus. Je vais voir pour peut-être utiliser cette liquidité pour acheter du vrai General Electric, tout simplement. Donc on va voir si je peux trouver des moyens d'y arriver. Alors, le recentrage sera aéronautique et énergie. La partie santé sera vendue à 20% pour dégager du cash. Avec une indépendance en vue, depuis 2 ans, je vois cette société se morceler. Vu de l'intérieur, étant employé depuis le rachat d'Alstom, je serais aussi intéressé d'avoir le point de vue de Phil. Alors, tu parles donc de la partie de General Electric. D'accord. Tu vois, déjà, je ne savais même pas qu'il faisait de la santé chez General Electric. Oui, effectivement, le rachat d'Alstom, ouais. Je suis d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que les prix ont baissé. Mais au bout d'un moment, effectivement, tu arrives sur des ratios structurels qui fait que là, très honnêtement, à ce prix-là, de toute façon, graphiquement, ça me semble être une structure de bottom. On est effectivement sur des prix qui, rationnellement parlant, sont très intéressants. Je pense que pullback technique, dans un premier temps, me semble normal, mais des pullbacks techniques d'horizon hebdomadaire, donc des pullbacks qui vont durer plusieurs mois. J'ai tendance à penser que c'est pas forcément une action qui va faire un x50, c'est pas ça. C'est juste que je pense que c'est une action qui peut procurer un x2, x3 sans trop de problèmes pendant une phase récessive. C'est tout simplement, si vous savez pas quoi faire de votre pognon et qu'on entre dans une phase récessive, General Electric me semble un des actifs qui risque d'être recherché comme refuge pendant cette phase un petit peu spéculative baissière dans laquelle les gens vont chercher un moyen de faire du rendement dans un marché baissier. Et il me semble clairement General Electric parmi les très bons candidats pour faire ça. Maintenant, c'est pour l'instant spéculatif, je vous ai dit, pour vraiment y aller avec du buy and hold, j'attendrai des confirmations hebdomadaires. Alors, je ne suis pas du tout trader, mais je loupe aucune technique, elles sont toujours très intéressantes. Concernant la partie crypto, j'ai découvert il y a quelques semaines un outil plutôt intéressant qui fonctionne uniquement grâce à l'analyse de la blockchain du Bitcoin, qui permettait de détecter les zones de top et de bottom en fonction des montants de transactions. C'est un outil encore en développement qui doit faire ses preuves, mais pour l'instant, réussi par le passé, c'est NVT Signal. Alors ça, je ne connais pas. On va aller regarder, je vais te donner mon idée, mon truc. Hein. NVT Signal. Alors c'est vraiment pas pour faire de la pub, effectivement je déteste ça, mais je vais te donner mon avis immédiatement. Alors si c'est ça, je vois pas trop ce que c'est. Ok, bon de toute façon c'est pas sorti encore. Ah ouais, bon, ok, non mais ça, alors attends, c'est pas une grande nouveauté, hein, si tu travailles avec les volumes. Voilà, il faut faire très attention avec les volumes. Je vous le dis clairement, il faut faire très attention. Le machin, c'est que, effectivement, utiliser ça, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé. Utiliser à la fois l'échange volumique et la taille des échanges, la taille des positions, la taille moyenne des positions.
Le problème, c'est que la plupart du temps, ça, sur les contrats CFD et autres contrats, vous n'avez pas accès à cette information. C'est ce cas d'ailleurs, hein, chez TradingView, on ne l'a pas. Mais ça peut donner des signaux de trading, moyen-long terme, effectivement, très intéressants. Là, vous voyez que c'est des swings, hein, c'est-à-dire qu'un truc comme ça, vous faites un trade par an. Voilà. Mais je suis d'accord, hein, voilà. Mais c'est quelque chose que j'utilise déjà, donc il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous dis que l'augmentation considérable des volumes Ethereum des derniers jours, même chose sur Ripple, ça m'invite clairement à penser que pour moi, on est sur des structures là de type bottomisante et plutôt proche d'un investissement à faire, puisqu'on est dans un creux. Si on était dans un sommet, ce serait inquiétant de trouver ce volume, hein, ça c'est clair. Mais là, comme on est dans une structure de creux après une phase de baisse assez longue, j'ai toujours tendance à penser que c'est plutôt des achats qui se mettent en place. C'est-à-dire la smart money achète la dumb money. Et le transfert de valeur est en train de se faire, la tendance derrière se réinstallera. C'est jamais immédiat et jamais binaire, mais petit à petit, les ascendances devraient se remettre en place. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Alors, tu ne parles plus de structure en crash sur l'Ethereum, pourtant c'était la structure que tu évoquais. Oui, mais tu sais, comme tout le monde, je ne suis pas parfait et je me plante. Et effectivement, en fait, c'est juste quand je me suis fait l'analyse la dernière fois, et vraiment en comparant les deux, je me suis dit, oui, en fait, je me suis peut-être planté sur l'Ethereum. C'est que je me suis toujours dit, il y a une bulle crypto. Et du coup, cette bulle crypto, elle touche toutes les cryptos. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas nécessairement. En fait, certaines cryptos ont des structures, et notamment l'Ethereum. Vraiment, pour moi, l'Ether n'a pas la même structure de prix que les autres cryptos. Alors, ça a été très vertical, ça a été épidermique, en même temps que les autres, mais moi, c'est les ratios de Fibonacci par rapport aux extensions de vagues précédentes qui me montrent que l'Ethereum n'a pas eu cette phase non plus complètement débilos. Donc, en fait, il y a la déstructuration de la valeur qui est faite par une bulle n'est pas nécessairement aussi présente. Voilà, je pense qu'il y a eu une petite part de bulle. C'est ce qui fait qu'on a un pullback très profond sur l'Ethereum quand même. Attendez, il ne faut pas non plus sortir les choses de leur contexte. Pour moi, on reste quand même en consolidation, c'est-à-dire je ne pense pas que ce soit nécessairement un crash. Mais voilà, on va dire, bon, je ne vais pas m'emmerder, hein, là on va partir de 11, 12, un truc comme ça. Tu mets des Fibos ici, voilà. Tu regardes, voilà, on est sur des structures correctives de type 85%. 85%, ça peut être une structure corrective, mais c'est la plus basse des structures correctives possibles. C'est-à-dire on a retracé quasi-intégralité du mouvement haussier. Mais la structure du prix, voilà. Tu vois, là, on l'a pas l'historique parce qu'on est sur l'indice Ethereum, mais rappelle-toi, voilà, ici, on a une première phase de hausse, un range à plat, puis une deuxième phase de hausse, et en fait, on suit bien des ratios Fibonacci entre ces deux structures. Ce qui fait qu'on n'a pas non plus fait n'importe quoi. C'est un peu vertical, mais c'est pas complètement parabolique comme le Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ressemble pour moi, comme je vous l'ai dit, à une vague 5 étendue. C'est-à-dire à une vague étendue. 1, 2, 3, 4, vague 5 étendue. Donc ici, c'est un peu haussier, c'est un peu foufou. Mais la structure, pour moi, elle est bien respectée. Tu vois bien les sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5, ça termine. Je ne vois pas cette exacerbation et cette stupidité qu'on a vue sur le Bitcoin et sur d'autres altcoins. Ce qui fait que pour moi, la baisse, elle est tout aussi structurée et la structure est différente. Mais attention, entre une bulle et une tendance, c'est assez proche. La différence, c'est que la bulle est une tendance exacerbée qui va malheureusement derrière catalyser une correction exacerbée de la même façon. Ici, j'ai l'impression qu'on assiste à une correction technique et pas une correction psychologique. C'est ça la différence entre les deux. Dans la bulle et le crack, par rapport à la tendance et la correction, tu vas avoir un aspect psychologique prépondérant à prendre en compte tout simplement du fait que beaucoup d'investisseurs stupides sont rentrés dans ce marché, non expérimentés, qui vont prendre des mauvaises décisions et que du coup, tu peux prendre plus de gains grâce à la mise à profit de ces mauvaises décisions qu'ils vont prendre. Sur l'Ethereum, j'ai l'impression que ce n'est pas la même structure. Ça a baissé, ça a corrigé, on revient chercher des acheteurs, mais je ne vois pas, si tu veux, de pattern de panique psychologique. Ces baisses de prix ici, bon, il y en a certains qui ont paniqué, moi je n'ai paniqué à aucun moment. J'ai toujours dit, l'Ethereum, on corrige, ça va. Maintenant, après coup, alors c'est vrai que je l'ai peut-être vu un peu tard, j'aurais aimé le voir plus tôt, ce truc-là. Pour moi, ça ressemble plus à un range qu'à un range ou une tendance haussière. Je dis, tout dépend de savoir si on se dit ici s'il y a eu 5 vagues de hausse ou si on en compte que 2. Voilà, tout dépend de cette vision-là que vous pourriez avoir. Si vous pensez qu'il y en a eu 5, c'est plutôt une tendance haussière qui se mettra en place. On pourra aller chercher probablement des trucs par là. Sinon, c'est un range, c'est-à-dire on remettra 2 vagues de hausse et au maximum, on pourra aller chercher la zone des 1008, vraiment au maximum. Et sinon, on s'arrêtera probablement proche des 76%.
c'est-à-dire par là, pour venir encaisser des gains. Et dans tous les cas, je l'ai dit, l'Ether, moi, je ne gère pas mon risque tant qu'on n'est pas là. Voilà. Il y aura une gestion du risque à faire vers les 800, une gestion du risque à faire vers les 1200, 1100, 1200, et une prise de profit derrière vers les 1008, 1009. Mais c'est les seules zones qui m'intéressent sur les scénarios buy and hold ici. On continue. Alors, que penses-tu de la formation Cédric Froment? Alors, j'aime pas donner de nom, mais on va faire simple. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. C'est un commercial. Donc, enfin, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le contenu de sa formation. Je ne vais pas juger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois le bonhomme. Je vous ai appris à classer les traders sur Internet. Moi, ça va tout de suite dans la case des traders commerciaux. Donc, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, le mec, il vous vend du rêve. Enfin, c'est le job d'un trader commercial. Il va vous vendre du rêve et il gagne très probablement sa vie bien plus en vendant ses formations qu'en tradant. Donc, moi, je ne vois pas le profil d'un trader. C'est peut-être un trader. J'en sais rien, je ne vais pas juger stupidement sans connaître, mais tout simplement, pour moi, c'est un commercial, dans l'attitude, dans l'approche commerciale. Donc voilà, il y a tellement de traders qui vous proposent des choses que pourquoi payer il vous propose probablement du contenu gratuit, mais je vois aucun problème à utiliser son contenu gratuit, mais n'allez pas payer. Voilà, je vois pas l'intérêt. Vous allez engraisser un mec qui vit grâce à ça. Donc moi, c'est pas mon cas. Je vous le dis encore une fois, je m'en fous que vous pouvez tous disparaître demain et ça ne changera rien du tout à ma vie et à mon niveau de vie. Je n'ai pas besoin de vous. C'est là où un trader commercial sera complètement différent. Un trader commercial, il a besoin de vous. Il va avoir de la volatilité dans ses résultats en trading. Et pour stabiliser son revenu, parce que comme tout le monde, soit vous avez des crédits, soit vous n'aimez pas, en tout cas, que votre épargne, que le montant de votre capital fasse zigzag tout le temps, il faut stabiliser ça. Voilà, un trader commercial, son défaut de stabilité en trading va le corriger en vendant des formations et autres trucs du genre. Et lui, contrairement à moi, il a besoin de votre pognon. Donc il n'hésitera pas à avoir recours à la publicité et autres dérives du genre. Alors, que pensez-vous des minières uranium, Cameco, Weekly, triangle en cours ou vague d'impulsion, achat vers 5 $? Alors, on va regarder ton graphique. Ok, non. Ça, pour moi, c'est une structure de fin de tendance. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as ta vague correctrice, il en manque une. Ça fait vague 1, 2, 3, 4, il manque une vague 5, effectivement, vers 5 $. C'est pas inintéressant, effectivement, sur cette zone technique. Moi, j'attendrai sur cette zone-là, tout simplement. Essayez de voir si tu as un signal par là. Moi, évidemment, ici, sans signal, pas de trading, mais j'ai tendance à penser, effectivement, que par là, graphiquement parlant, ce ne sera pas inintéressant sous condition de signaux. Maintenant, tu es en weekly, je pense que tu en as pour un bon moment. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ce truc-là, c'est pas achetable avant plusieurs années, je pense. Donc là, soit tu la mets vraiment en fond de portefeuille pour la garder, enfin, tu mets des alertes pour ne pas l'oublier, mais là, c'est sincèrement un truc pareil, tu ne traites pas. Ça, oui, c'est intéressant, c'est plus intéressant, surtout que si c'est lié au minage d'uranium, c'est pas inintéressant pour une minière. Maintenant, les minières en phase récessive, généralement, elles le vivent pas très bien. Donc, si on est à l'aube d'une récession, moi, j'irai pas trop là-dessus. La structure, pour moi, n'est pas haussière, elle n'est pas baissière en l'état, mais ça, typiquement, c'est le genre de truc. Quand ça cède, ça fait mal derrière. C'est-à-dire que là, tu peux sans problème passer de 12 à 6, c'est-à-dire diviser le prix par 2 si tu as acheté ça. Moi, je suis pas. Enfin, celle-là, je ne l'achèterai pas. Clairement pas. Je préférerais attendre une phase épidermique baissière. Pour une raison X ou Y, une crise dans le secteur ou Dieu sait quoi, je préférerais acheter de la panique que d'acheter maintenant. Voilà. Que d'acheter le support graphique. Je pense que ça, c'est un truc qui peut te proposer des prix quasi divisés par 2. Mais je pense qu'il faudrait attendre, c'est triste ce que je te dis, il faudrait attendre une crispation du marché, une crise, pour racheter plus bas. Alors, quelles sont les motivations des entreprises à garder les cours de leurs actions élevés? Je sais que la direction est souvent actionnaire et oui, voilà, il y a ça. Et puis c'est surtout que ça permet d'avoir un gros cash flow et ça rémunère pas que les actionnaires. Voilà. Et c'est ça, c'est le risque principal, enfin l'objectif principal pour une CAPI de cash, c'est effectivement de pouvoir se prémunir d'un risque d'OPA agressive. Et en plus, ça donne la possibilité toi-même de réaliser une OPA agressive. Je ne vois pas énormément d'autres raisons, si ce n'est que quand on te donne du pognon, tu dis difficilement non. Quand on fait monter la valorisation de ton entreprise, tu ne vas pas te plaindre. Voilà. Oui,
Pourquoi en CFD pour le levier? Non, tout simplement parce que moi, si tu veux, le compte Bitstamp, je l'ai alimenté, donc avec 10 000 euros et un petit rab que j'ai mis après. Euh, c'est une poche de liquidité finie dans ma tête. Ça, c'est celle que je vais allouer au buy and hold. J'ai dit, ce sera probablement entre 10 et 15 000 euros à la fin. Et cette poche de liquidité-là, elle va finir après sur un Ledger Wallet et j'y toucherai plus tant qu'on n'arrivera pas sur les niveaux swing qui m'intéressent. Ensuite, le CFD, ça va être tout simplement pour spéculer comme je le faisais avant quand je vendais les bitcoins en CFD. C'est parce que là, le CFD était obligatoire pour pouvoir vendre à découvert, mais ça ne m'empêche pas d'acheter également. C'est pas pour un effet de levier, c'est juste qu'à frais quasiment équivalents, je ne vais pas m'emmerder, si tu veux, effectivement, à immobiliser du capital pour ça. Donc oui, je vais trader sur marge, mais je ne vais pas utiliser de levier. Voilà, c'est juste que je vais trader sur marge. Ça m'évite, si tu veux, d'avoir à prendre 10 000 euros de plus pour ouvrir un nouveau compte Bitstamp et spéculer avec mes 10 000 euros. Je préfère, si tu veux, m'exposer à hauteur de 10 000 euros. Maintenant, je te rappelle que mon capital, il est plus de l'ordre de 200 000 euros, capital global. Hein. Donc, mon capital spéculatif, c'est 50 000. Et voilà, simplement pour te dire ça, voilà, mettre 10, 20 000 euros de plus en spéculatif sur les cryptos, ça n'a rien à voir avec trader en levier par rapport à la taille de mon capital. Vraiment, vraiment pas. C'est bien totalement différent. Mais simplement, ça va être prendre des gains, parce que je pense qu'ici, on va avoir une phase de gains assez facile à faire dans les prochains jours, et je veux clairement en profiter en spéculatif. Mais du coup, là, sur le CFD, il y a un stop loss, il y a une invalidation, c'est bien deux choses différentes. Maintenant, je vous invite à ne pas faire ça, parce que il faut quand même de l'expérience ici pour ce truc-là, parce qu'il faut arriver à bien partitionner votre cerveau. Moi, il y a le buy and hold, il va y avoir le scénario spéculatif à côté. Pour l'instant, je préfère que vous vous concentriez sur l'essentiel, c'est-à-dire ne pas rater son buy and hold. Si vous l'avez déjà fait, n'allez pas vous emmerder à faire de la spéculation parce que vous allez douter. Quand vous allez récupérer vos gains ou une perte éventuelle sur la spéculation, vous allez dire « Ah, mais alors pourquoi je ne gère pas le risque sur la position long terme ?» Non, voilà. Donc, restez simple. Si vous êtes capable de partitionner votre cerveau, vous pouvez risquer de vous y essayer, mais il faut vraiment et surtout pas mélanger les deux. Ce que vous faites sur la spéculation ne doit absolument rien changer au scénario que vous avez mis en place sur le buy and hold. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée du projet BACT de ICE, pardon, et de son influence sur les cryptos? Je ne sais pas. Je ne fais pas trop le fondamental, moi, sur les cryptos. Donc, je n'en pense rien. Dirais-tu que IOTA est propice aux achats? C'est vrai qu'IOTA, d'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Ce serait peut-être temps que je regarde, en fait. Alors, IOTA. USD. Alors, moi, je voudrais IOTA dollar. Voilà. Donc, IOTA USD de chez Bitfinex. Ouais. Non. Moi, la structure, là, me plaît un peu moins. Parce que là, ici, c'est que du TP. Bon, on l'a cassé, c'est bien, mais j'ai toujours pas de signal acheteur. Donc, certes, on est en train d'essayer de former des structures ascendantes, mais moi, je vois une phase de hausse, deux phases de hausse. Tendance à penser que ça va un peu plus bas. C'est comme ça, hein, voilà. Après, je vois bien 1, 2, 3, 4 à plat, 5. Normalement, ici, c'est supposé reprendre une ascendance. Mais voilà, pour moi, ça, tu vois, là, par exemple, on compare à l'Ether, ça, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est pas une structure de prix, c'est pas une extension de la vague précédente, il n'y a pas de sous-vague, ça, c'est du gros bruit de connards, de mecs qui s'échangent des trucs à des prix complètement fous. Ça, c'est de la surspéculation, ça, c'est une bulle spéculative. Là, effectivement, la structure, pour moi, est plus pernicieuse. Donc, je dirais ça, avant de l'acheter, même chose que Bitcoin, attendre que ça tienne encore comme ça jusqu'à octobre. Que la volatilité s'écrabouille, que les bandes de Bollinger soient complètement fermées. Quand on aura ça, effectivement, pourquoi pas à mettre du IOTA en portefeuille. Pour l'instant, non. Moi, je ne fais pas. Voilà. Je préfère être clair, je ne fais pas. Ripple, ça me paraît trop dangereux également. Pour le moment, pour moi, c'est clair et net. Ethereum, c'est la structure de prix la plus propre que j'ai en face de moi. Bitcoin aussi, mais j'ai besoin de confirmation. IOTA, je le mettrai dans le même cas que Bitcoin. Pour moi, les timings d'achat de ces deux-là seront probablement similaires. Ripple a une structure pas inintéressante, mais il faut casser le double bottom. Enfin, il faut valider le double bottom par une cassure de résistance. Donc, je dirais toujours de la patience sur ce marché-là. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu considères qu'entre TH et BTC, l'un avait un comportement de bulle et pas l'autre? Je ne comprends pas quand on regarde le comparatif. Eh bien, on va regarder ton comparatif.
Bah oui, tout simplement, pour moi, les amplitudes sont différentes. C'est ce que je t'ai dit. Regarde, ici, tu as des cycles et puis tu as un grand n'importe quoi. Regarde en termes d'extension Fibo des vagues précédentes. Là, c'est n'importe quoi. La différence, c'est qu'ici, on avait déjà créé de la valeur, là où Bitcoin n'en avait pas. Et ici, on en a créé, certes, mais beaucoup moins. L'amplitude, voilà, les extensions Fibonacci n'ont rien à voir. L'extension Fibonacci, c'est la force des cycles relative au cycle précédent. Pour moi, là, tu as une structure qui a fait nawak, et là, tu as une structure qui, certes, est haussière, d'accord, mais ça, c'est compatible avec un système tendanciel et structuré. Ça, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est de la bulle pure et dure, de la bulle spéculative. Que ça se ressemble, je peux bien que tu le comprennes. Il faut bien comprendre que nous, ce qu'on fait ici, c'est pas du doigt mouillé. On fait du technique et du chartisme. Et dans une structure technique, pour moi, on a bien affaire à deux marchés tradés de façon différente ici. Le traitement du prix, pour moi, n'est pas le même sur Ethereum que sur Bitcoin. Même si, quand tu les mets l'un à côté de l'autre et que tu joues sur les amplitudes, ça va te dire ouais, je vois bien les phases de hausse, ils sont corrélés, tout ce que tu veux, pas de souci. Mais non, pour moi, ils n'ont pas la même structure. Je ne vais pas les traiter de la même façon. Il y en a un où je vais regarder, comme je vous dis. La seule différence, c'est pas que les deux baissent, c'est pas que les deux vont, que l'un va monter avant le deuxième. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que sur Bitcoin, je prends en compte beaucoup plus la psychologie que l'aspect technique. Pour moi, va être, dans un marché en crack, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Le technique est là pour m'aider à prendre des décisions, ce sera un plus, mais ce que je recherche en priorité, c'est ce que pensent les opérateurs particuliers pour faire l'opposé. Sur l'Ethereum, ça ne va pas être la même structure. Là, par contre, je vais trader des schémas techniques, et là, pour moi, c'est 50-50 technique-psychologie. Voilà. Voire même un peu plus, hein, je dirais, là, la technique prend même plus de part que la psychologie. En tout cas, là, je peux appliquer ma stratégie dans un cadre technique habituel. Voilà, c'est-à-dire sur Ethereum, je peux trader mes signaux en prenant en compte un peu la psychologie, quand elle est vraiment exacerbée, mais que quand il y a un comportement psychologique très fort. Sinon, en temps normal, pour moi, ça c'est un marché qui réagit de façon technique. Je suis prêt à parier que l'Ethereum, dans la phase de consolidation, il est venu chercher des niveaux Fibonacci d'extension, il est venu faire de l'idiotisme. Là où Bitcoin a fait n'importe quoi, il était juste là, ça baisse parce que les imbéciles achètent. Voilà, c'était surtout ça. Alors, Phil, tu as mis 7500 € sur l'Ethereum, on se ressemble, moi 8000. Je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur ratio. Hier, j'ai écouté le live, j'ai trouvé Hugo d'une connaissance impressionnante, mais super pessimiste. Oui, bah après, on verra. Voilà. On verra. Vers un post-POW qui est critiqué car réduisant potentiellement la valeur de l'actif. Alors, certes, possible. Alors, comme toujours, si vous allez vous informer sur ce qui pourrait mal se passer quand vous avez pris un trade, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Donc, moi, je m'en fous. La structure de prix est là. Encore une fois, si collapse of ETH is inevitable, eh ben ça arrivera et puis je perdrai mon pognon et puis c'est tout. Voilà, encore une fois, 7000 balles, c'est que chi. Alors c'est pas que chi, j'aimerais pas les perdre, hein, qu'on soit bien, on va être franc quand même ici, je préfère éviter de les perdre. Mais si je dois les perdre, ça va pas changer mon niveau de vie, hein, c'est juste ça. Et puis encore, et ça c'est important, les 7500 balles, si je les perds, ce n'est que du pognon que j'ai pris en vendant des bitcoins à découvert. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, si c'était juste une bulle et qu'il n'y a jamais de suite à la crypto-devise, eh ben, j'aurais perdu le pognon que j'ai piqué aux imbéciles qui avaient acheté au prix stratosphériquement débile du début de l'année. Alors, c'est pas une correction, on n'est pas dans le stock market, là, c'est juste que les aciers de londoniens ont dû de l'Ether pour avoir du cash. Possible, si tu veux. Je sais pas, mais c'est possible. Alors, Tesla, ça donne quoi? Oui, c'est vrai, il faudra qu'on regarde. Bon, je suis toujours dedans, pour l'instant, je fais rien de bien nouveau. Graphique XLM sur Bitfinex n'est pas parlant, regarde plutôt Bitrex. Bon, normalement, ça ne doit pas vraiment bouger. Hein. Non, je vais regarder Bitrex, mais Bitrex. Ok, bon, ben voilà, c'est une grosse bubule encore une fois. Hein. Ça, peu de chance que ça tienne. Ça a la même structure que Bitcoin. Alors ça, c'est clair, ça a la même structure que Bitcoin. C'est pas inintéressant.
C'est vraiment pas inintéressant, mais ça sera soumis au même destin que Bitcoin. C'est-à-dire soit la volatilité s'écrabouille, tu peux acheter, et je pense qu'il faudra attendre des cassures de résistance pour ça. Le problème, c'est que si ça reste là et que pour une raison X ou Y, ça se met à chuter pour un news flow baissier ou Dieu sait quoi, ça peut sans problème perdre quasi l'intégralité de sa valeur. Je ne serais pas surpris de ça. Voilà, donc moi, je ferai attention tout simplement parce que comme Bitcoin a une notoriété bien plus grande que ne l'est ton Lumens, ton Stellar, je me dis, quitte à mettre du pognon dans deux trucs qui ont la même structure, je préférais mettre mon pognon dans celui qui a le plus de notoriété. Voilà, parce que tout simplement, si tous les deux doivent valoir pas grand-chose à terme, je pense que Bitcoin vaudra toujours quelque chose, parce qu'il y aura toujours des gens pour l'utiliser sur Tor ou des trucs comme ça, alors que ton Lumens, ton Stellar, je pense que voilà, au fait, tout le monde s'en branlera, et il disparaîtra, et là pour le coup, tu trouveras personne pour racheter ton Stellar. Alors, le TH a chuté, on a des pertes pour l'instant. Oui. Alors, ouais, voilà, vends tout aussi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Vends tout. Fais ce que tu veux, hein, mais moi, je vends pas. Le pourcentage de compte que tu risques par trade quand on ne sait pas que tes convictions... Alors, car on ne sait pas ce que tes convictions représentent en euros. C'est pour ça que je parle de pourcentage et pas d'euros. Voilà. Moyen en spéculatif, c'est ça. Effectivement, 2,5% du capital. Des fois, je vais un peu au-delà, hein, qu'on soit bien d'accord. Des fois, je vais bien sur du 3%. C'est que dans des cas particuliers où je vois des breakouts un peu pernicieux et je me dis, là, mettre mon stop ici, c'est con, le marché va aller le chercher. Je le remonte juste un petit peu au-dessus de la résistance et des fois, le 2,5 devient un 3% de perte. Bon, c'est négligeable la différence entre les deux, hein. Mais la plupart du temps, j'essaie de me tenir à ça. C'est-à-dire qu'au-delà de 2,5% de perte sur un compte, sur le compte, sur un trade spéculatif, je me dis, ça se passe pas bien, je vais le sortir. Voilà. C'est ça que je veux dire. Au-delà de cette zone-là, je sais que ce trade-là, il est marqué rouge vif sur mon compte et que je sais que je dois en sortir. Des fois, je vais autoriser d'aller un peu plus loin pour placer un stop au marché, mais je vais rarement me laisser glisser au-delà de 3%. Il y a toujours évidemment les cas particuliers, comme par exemple, je vous dis l'euro-yen maintenant, où je perds plus que ça. Mais c'est uniquement parce que je réinvestis des gains passés. C'est vraiment, voilà, c'est des cas particuliers. Mais moi, j'ai un money management très complexe. Je vous le transmets pour la transparence, mais il ne faut pas essayer de copier mon money management. Je vous l'ai toujours dit, ça c'est très important. Le money management, c'est à vous de construire le vôtre parce qu'il dépendra, pour qu'il soit adapté, il faut qu'il réponde à vos biais psychologiques, à vos faiblesses et qu'il mette en avant vos forces. Moi, ma force, c'est que je suis agressif, mais je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie. Tu vois, je suis très statisticien en fait. Je prends des risques, mais mesurés. Mais j'aime la prise de risque. J'ai besoin de ça, sinon je m'ennuie dans les marchés. Donc moi, le suivi de tendance et moi, c'est pas compatible. J'ai besoin de prendre du risque, mais j'ai cet avantage-là d'avoir une prise de risque maîtrisée. C'est pour ça que je fais des gros gains, parce que la prise de risque, ça ramène des gros gains. Mais il ne faut pas se brûler les doigts. C'est-à-dire que si malheureusement, vous et moi, on va être différents, mais si vous vous amusez à prendre autant de risques que moi sans avoir cette gestion du risque à côté associée, et que en gros, vous avez un excès de confiance ou des trucs comme ça, vous allez vous prendre des gadins, mais monumentaux. Donc faites attention. Voilà. Le money management, il est là pour pallier à vos faiblesses. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des excès d'agressivité par moment, et pour éviter tout simplement de tirer partout et n'importe comment, je préfère limiter. Voilà. Je préfère trader beaucoup et accepter beaucoup de pertes que de me focaliser sur 2-3 scénarios et de me dire j'ai une confiance aveugle dans ce machin-là et je vais trader que ça. Et voilà, non. C'est vraiment pas ça. Moi, je préfère tirer partout, me planter sur la moitié des scénarios, mais être là, bien positionné sur les scénarios qui se passent bien derrière, pour pas être en stress, pas être en FOMO, pas courir après les prix. Alors, penses-tu que les altes sont corrélées? Celle-là, s'il te plaît, on en a déjà fait un peu trop. Que penses-tu de la crypto IOTA? On vient d'en parler au début. Alors, est-ce que tu as un avis sur le Nexus? Alors, lui, je ne connais même pas, donc je ne touche pas. Sur quel type de plateforme tu fais tes achats, ventes CFD? IG et ActiveTrades. ActiveTrades, je teste parce que je trouve ça très intéressant en termes de commission. Et comme je fais du swing trading maintenant, ce que je ne faisais pas avant je faisais plus de l'intraday. Le swing trading, tu as ce qu'on appelle les frais de financement. Donc chaque nuit, ça me coûte du pognon de maintenir les positions ouvertes. Et les frais chez ActiveTrades sont bien plus bas que chez IG. Mais il y a clairement un truc
qui fait que depuis des années, j'ai essayé des centaines de brokers. Mon compte pro est toujours resté chez IG. Voilà. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Active Trade, j'ai envie, mais il y a toujours des trucs qui me retiennent. Il manque des contrats, il n'y a pas tous les contrats chez Active Trade et tout. Donc, ça me fait chier. Quoi qu'il arrive, j'ai jamais réussi à trouver le broker parfait. IG, il y a des défauts, c'est clair. Les frais de financement sont énormes. Hein. Je me fais démonter en financement chez IG. Mais j'arrive toujours pas à m'en sortir. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, à toujours peser dans la balance. J'ai toujours laissé mon compte pro chez IG. Maintenant, on en a déjà parlé de comment choisir son broker. Ça dépend de ce que vous allez rechercher en termes d'avantages. Moi, il est vrai qu'aujourd'hui, IG, ça me pèse à cause des poids que représente le frais de financement quand je fais du swing. Là où Active Trades me propose quasiment 35 à 40% moins cher. Voilà. Donc 40%, c'est pas négligeable. Là, je ne grappille pas sur du 5% de baisse sur les frais de financement. Voilà. Je vais vous donner les chiffres. Voilà. IG, par exemple, c'est 3% annualisé plus le Libor. Le frais de financement overnight sur un contrat CFD hors échéance, c'est-à-dire sans échéance. Un contrat CFD qui tire tout le temps. Tu vois, quand tu veux acheter un CAC 40 CFD, tous les soirs, ça coûte 3% annualisé plus le Libor. Sur le même niveau, Active Trade te propose 1,75 plus le Libor. Hein. Le Libor, c'est 0,30. Donc ça fait, entre guillemets, tu te dis, ça me coûte 2%, à peu près 2% de frais de financement annualisés chez Active Trades, là où IG me prend 3,30. C'est énorme. Enfin, la différence est considérable pour ma part, puisque c'est quasiment, c'est un tiers, c'est plus d'un tiers en plus. Voilà. Ça fait un 40% plus cher chez IG. Et c'est pas négligeable, hein, parce que les frais de financement overnight, je vous garantis, je les engraisse bien chez IG. Hein. Je fais pas semblant. Mais voilà, IG, il y a ce professionnalisme que je retrouve parfois pas chez les autres. Et c'est ce qui me retient toujours d'y aller. Voilà. Le truc, c'est que chez IG, tu peux tout faire. Tu peux faire des options, tu peux faire tout. Voilà. Il y a parce que IG, c'est l'institution en France et en Europe qui exécute le plus de volume. Donc, comme ils ont beaucoup de volume, ils ont beaucoup de contreparties, d'offres et de demandes. Donc, ils peuvent proposer énormément de contrats. Et voilà. C'est les avantages que j'y trouve. Maintenant, est-ce que là, je suis en train de vous faire la pub pour IG? Non, pas du tout. Hein, vraiment pas du tout. Surtout si vous commencez en trading, la multitude des options, avoir le choix entre 500 millions d'options et de contrats, c'est pas ça qui est important pour vous si vous débutez. Pour vous, il faut que vous appreniez le marché. Moi, je vous ai dit, pour apprendre le marché, IG, c'est pas compatible parce que il vous propose pas de petits leviers. Ils ne proposent pas de micro-contrats chez IG et ils sont très clairs sur la politique commerciale. Eux, ils ne veulent pas les débutants. Donc, ils ne proposeront jamais les micro-contrats chez IG. Ils me l'ont toujours dit, ça ne se fera jamais. Parce que c'est contraire à leur politique commerciale, c'est pas ce qu'ils recherchent. Maintenant, pour commencer, des active trades, ça me paraît parfait, ça vous coûte pas très cher, ils vous proposent des micro-contrats. Alors, il y a certains contrats qui n'existent pas. Par exemple, vous voulez faire du Shanghai Composite chez Active Trade, c'est pas possible. Ils ne proposent pas le contrat Shanghai Composite. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très chiants. Mais c'est des petits points précis qui vont faire chier un trader professionnel comme moi, qui vont absolument pas vous embêter en tant que trader particulier. Voilà, allez, super, un peu de plus condensé en 30 minutes, ça encore. Ouais, mais déjà, je parle vite. J'essaie Le problème, c'est que je me répète beaucoup. Ah, ça, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et je préfère vous dire 50 fois la même chose pour être bien sûr qu'elle soit rentrée dans vos tronches, en sachant qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent un peu tous les jours. Donc, je sais que la redite, c'est chiant parce qu'on perd du temps. Mais je préfère le faire. Voilà. Donc, encore une fois, je vous prends 1 heure par jour. Je pense que je vous distille un contenu de très très grande qualité par rapport à ce que je vois ailleurs. Maintenant, bon, voilà, si vous voulez pas passer 1 heure, je peux tout à fait le comprendre. C'est vous qui voyez. Allez, bye bye.